I gave you my heart. Yo 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 les petits faucons, c'est le faucon noir. Alors tout d'abord je vais bien, j'espère que vous allez bien. Alors nous voici sur 3 histoires de creepy qui fait des pastas. Ouais, donc voici la première creepy qui fait des pastas. Ouais, je sais ça s'appelle des creepypasta, mais moi je l'ai remixé à creepy qui fait des pastas. Et alors, il est à moitié italien et à moitié creepy. Et alors, enfin bref. Donc nous voici dans la première creepy qui fait des pastas. C'est parti, je vous laisse écouter. Il était une fois un village rural, très petit et silencieux. Il était tellement petit qu'il n'y avait qu'une seule route qui y menait, que les visiteurs empruntaient souvent pour s'y rendre et en sortir. C'est bizarre quand Cependant, même. il y avait une règle importante que les citadins imposaient à propos de cette route, ne jamais y aller seul. Elle était strictement appliquée par les villageois, mais un jeune garçon curieux du village décida de briser cette règle. Il partit un jour, quand personne n'était dans les alentours, pour explorer seul la route. Tandis qu'il s'approchait du chemin pour la première fois, il réalisa qu'il y avait quelque chose de vraiment étrange à son propos. Même s'il savait qu'il y avait toujours des gens qui venaient dans la ville, la route elle-même semblait être à peine empruntée. Les mauvaises herbes avaient grandi sur tout le chemin, et il était si mal entretenu qu'elles arrivaient jusqu'à la taille du garçon. C'était difficile de marcher vite, mais ça ne le dissuada pas. Déterminé à rendre son voyage utile, il s'enfonça dans le fourré, en regardant par-dessus son épaule de temps à autre pour être sûr que personne ne le regardait. Il se dépêcha, en espérant sortir du champ de vision de n'importe quel passant. Cependant, l'allure du garçon fut soudainement coupée par le bruit de quelque chose qui bougeait dans l'herbe, près de lui. Son cœur fit un bond tandis qu'il stoppa, regardant et écoutant la source de la perturbation. La prolifération était tellement épaisse qu'il ne pouvait rien voir, mais il pouvait entendre le bruit de quelque chose qui rampait, dans l'herbe, près de son pied. Il pouvait deviner que ce n'était pas très grand, mais quelque chose lui donna une sensation horrible, Mais c'est pas grave, la c'est qu'il sensation est d'être court. traqué. Le garçon fut submergé par un sentiment de désespoir croissant, tandis qu'il réalisait qu'il était allé trop loin sur la route pour pouvoir rebrousser chemin avant que la créature ne l'atteigne, et l'herbe l'empêchait de se déplacer à sa pleine vitesse. Soudainement, le garçon sentit qu'il était observé. La créature l'avait repéré. Du coin de l'œil, il pouvait discerner une large paire d'yeux et des canines longues et aiguisées fixées sur lui. Le cœur du garçon battait à tout rompre alors qu'il se retournait pour faire face à la créature. Soudainement, une main agrippa son bras. Le garçon sursauta et regarda, juste pour voir le visage d'un des plus anciens du village. « Idiot, tu n'as rien trouvé de mieux que de venir seul ici ?» L'homme saisit le garçon et courut avec lui jusqu'au village. Le cœur du garçon s'emballa alors qu'il sentait que la créature les suivait, mais elle ne les rattrapait pas. Ils coururent, en suffoquant, jusqu'à s'être échappés et rentrés dans la ville. Après avoir repris leur souffle, le vieil homme gronda le garçon pour avoir ignoré les avertissements des villageois. Quand il eut fini, il leva les yeux et soupira. « Je pense que tu es assez grand. Tu as le droit de savoir. » L'homme conduisit le garçon jusqu'à sa maison. Elle était vraiment très grande et, tandis qu'ils entraient, le garçon vit des étagères remplies de livres à propos de créatures dont il n'avait entendu parler que dans des histoires. Des hommes mystérieux en blouse de laboratoire étaient assis, en train de les étudier. Le vieil homme emmena le garçon dans une salle au fond. Il s'éloigna et dit « Je vais te dire la vérité à propos de ce que tu as vu aujourd'hui. » Tout à coup, l'homme se tourna face au garçon, le regardant fixement. Son regard perçant le figea sur place. « Mais d'abord, je dois te poser une question. Es-tu un garçon ou une fille ?» Ouh là là, mais c'est que c'était dangereux quand même. Enfin voilà, j'espère que cette première histoire, elle vous a plu. Nous voici sur la deuxième creepy qui fait des pastas. Alors, je vous laisse écouter.
N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Dites-moi en espace commentaire si vous en voulez davantage des creepy qui font des pastas. Et puis c'est parti. Après s'être levée par une secousse, la fille reste accouchée au lit encore quelques secondes. En se penchant pour allumer sa lampe de chevet, elle essayait de se souvenir de ce qu'il avait tiré de sa douce torpeur. Comme elle n'y parvenait pas, elle se leva du lit. En regardant l'heure sur son téléphone, elle grogna quand elle vit qu'il était minuit. Sachant que le sommeil ne reviendrait pas avant un moment, elle quitta la chambre pour la cuisine pour un bon café. Alors qu'elle passait devant sa porte d'entrée, un désagréable frisson lui parcourut l'échine. Ce n'est que l'hiver, pensa-t-elle, retournant à ses occupations. Préparer les cuillères, l'eau et sa tasse la tinrent occupée. Mais, alors que le liquide bout, elle n'avait plus rien d'autre à faire. Le frisson revint, et elle ne put s'empêcher de regarder vers la porte d'entrée. Ça restait là, sans bouger, silencieusement comme d'ordinaire. Le verrou était toujours en place, elle ne voyait aucun mal à ça. Retournant vers son café, elle fit de son mieux pour oublier cette sensation. Sa tasse en main, elle rebroussa chemin pour la chambre. En passant devant la porte d'entrée, elle décida de jeter au moins un coup d'œil dans le Judas pour se rassurer. Je précise, quand il dit jeter un coup d'œil dans Judas, c'est pas sur Monsieur Judas. Non, c'est sur le trou qu'il y a dans ta porte. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui frappe chez toi, toc toc toc, et tu mets tes œil dans ta porte et tu vois c'est qui derrière. Bonjour, ça va? Oui, ça va, oui. Eh ben c'est ça Judas, c'est pas Monsieur Judas. Attention l'amalgame, hein. Le frisson se faisait plus intense à mesure qu'elle approchait de la porte et s'éloignait de la chaleur sûre de la moquette. Elle pressa sa main contre la porte de métal froide, prit une grande inspiration et regarda par le Judas. Au début, elle ne put voir qu'un noir d'encre qui semblait tourbillonner un peu. Quand elle digna de surprise, le vide avait disparu. Elle aurait souhaité qu'il soit là. À la place, se tenait ce qui lui semblait être un homme. Les jambes étaient longues et bizarrement inhumaines, avec des branches sur certains bras. Pas comme les branches d'un arbre, non. La créature était drapée d'un drap noir, cachant ce qui semblait être le plus cauchemardesque pour elle, la cerise sur le gâteau. Cependant, le visage infernal de la chose, c'est comme si son esprit avait flouté le visage pour cacher l'horreur qui s'y dissimulait. Elle s'éloigna de la porte, la main toujours contre celle-ci. La tasse de café tomba au sol, le liquide lui brûlant les jambes alors qu'elle tombait en arrière et tentait de fuir la porte en rampant. Elle savait plus ou moins que son mental ne lui jouait pas des tours. Alors qu'elle fuyait la porte, elle regarda et tendit l'oreille pour surveiller ce qui se passait à la porte. La fille était partagée entre le besoin de fuir et celui de ne pas se retrouver dos à la porte. Quand la porte se déverrouilla, le besoin de fuir l'emporta, mais elle glissa sur le café brûlant en tentant de courir dans sa chambre. Elle savait qu'elle était coincée quoi qu'il arrive, mais il lui fallait s'éloigner de cette porte. La fille était à mi-chemin du couloir quand elle entendit la porte déverrouillée, grincer en s'ouvrant. Elle hurla et s'écroula contre un mur, tombant sur le menton et s'assomma. Après cela, il n'y eut plus que les ténèbres. Nicole! Une douce voix masculine sortit la femme de son sommeil. Alors qu'elle se tournait, elle fut accueillie par le docteur de sa sœur. Elle hocha la tête, ignorant si elle devait dire quelque chose ou même si elle en avait la force. Ce matin, elle a eu un appel d'urgence à l'hôpital, disant que sa sœur, Lindsay, était là. Avant qu'elle n'ait pu aller la voir, le docteur la prit à part et insista pour parler de ce qui aurait pu lui arriver. Des mots comme auto-infligé et assaut ont été dits, et Nicole n'avait aucune idée de ce qui se passait. Elle n'avait toujours pas compris lorsqu'elle finit par voir Lindsay de ses propres yeux. Sa petite sœur avait un bandage à la tête, couvrant ses yeux et ses oreilles. Ils dirent que c'était pour que ses yeux soignés ne sèchent pas et pour prévenir les risques d'infection sur les plaies que Lindsay s'était faites aux oreilles. Les docteurs ont théorisé que elle ou quelqu'un d'autre avait planté un stylo dedans pour lui perturber l'équilibre ou pour l'empêcher de se défendre contre quelque chose. Il y avait des brûlures aux 2 premiers degrés sur les mains, les jambes et les pieds, probablement dû au café que les voisins ont trouvé par terre lorsqu'ils sont arrivés. Alors que Nicole marchait dans la chambre d'hôpital de sa sœur pour la première fois, elle crut voir la silhouette d'un homme à la fenêtre. Mais elle savait que c'était impossible. La chambre de sa sœur était au 3e étage de l'hôpital.
Enfin voilà la troisième partie, la plus courte. Et bien évidemment, je vous ai pas mis les plus hardcore pour la première vidéo. Dites-moi si vous en voulez davantage. Je vous laisse regarder celle-là qui dure 1 minute 30. Voilà. Je vous laisse regarder. Dites-moi en espace commentaire si vous en voulez davantage. C'est parti. Kushisake Onna est l'histoire d'une femme japonaise mutilée et tuée par son mari pour cause d'infidélité, lequel l'a défigurée atrocement, la rendant repoussante. Son fantôme jaloux continue de hanter certains endroits du Japon, habituellement lors des soirées et des nuits brumeuses. Portant un masque chirurgical, elle s'approche des gens et leur demande timidement « Est-ce que vous me trouvez belle ?» La personne répond généralement « oui ». Alors elle retire son masque pour révéler un large sourire d'une oreille à l'autre. Une entaille faite par son mari afin de lui laisser une marque pour ce qu'elle a commis pendant sa vie. Même comme ça, persiste-t-elle ? Si vous répondez non, elle sort une paire de ciseaux et taille le même sourire épouvantable que le sien sur votre visage. Si vous répondez oui, elle disparaît. Et à l'instant où vous arrivez chez vous, elle réapparaît devant votre porte pour finir le travail. Il existe plusieurs moyens d'éviter ce terrible destin. Le premier est d'embrouiller Kushisake Onna en disant « Vous n'êtes pas mal ». Le second consiste à lui donner un caramel dur. Elle l'appréciera grandement et vous laissera partir. Le troisième, dire pommade 6 fois. Ça la fera fuir. Enfin, en quatrième, demandez-lui si vous êtes beau ou belle. Avec de la chance, cette question va la perturber suffisamment longtemps pour vous permettre de vous enfuir. Mais attention, on dit qu'elle est incroyablement rapide, et il est peu probable qu'elle s'arrête. On l'a vu depuis les années 70 jusqu'au début des années 2000 en train de rôder autour des enfants dont les réponses innocentes, lorsqu'elle leur demandait si elle était laide, les conduisaient tout droit. La première Allez, le petit bonus. fois que j'ai entendu cette histoire, je travaillais à la cantine de ma fac. C'est un autre étudiant qui me l'a raconté. Le proviseur d'une cité scolaire voulait racheter de nouvelles serviettes pour sa cantine. Il se trouvait que son fournisseur habituel avait augmenté ses prix. Peu enclin à investir plus dans de simples serviettes en papier de qualité franchement moyenne, il entreprit de chercher ailleurs. Il trouva une entreprise qui livrait des serviettes en tissu pour un prix très correct. Il les contacta et un représentant vint à sa rencontre pour lui présenter le produit. Celui-ci était plus épais, plus grand et plus facile à attacher autour du cou. Satisfait, le directeur signa un contrat et se fit livrer toutes les semaines. Les élèves et les professeurs mangeaient désormais avec ces nouvelles serviettes en tissu. Tout se passa bien jusqu'à ce qu'un enseignant se plaigne d'une drôle d'odeur émanant de sa serviette. Cette odeur n'était vraiment pas agréable, mais elle était là. Le directeur songea tout d'abord à appeler l'entreprise, mais il se ravisa. Il n'allait pas faire toute une histoire pour une seule serviette qui sent bizarre. Peu de temps après, des élèves et des enseignants se retrouvèrent eux aussi avec des serviettes dégageant une mauvaise odeur. Le directeur lui-même n'osait plus s'essuyer la bouche avec. Celle-ci laissait échapper une odeur, pas très forte mais étrange et persistante. Les semaines s'égrenèrent et tout le monde continuait à les utiliser. Cependant, plus personne ne les attachait. On préférait les laisser là, sur les genoux, ou les laisser bien en évidence sur le plateau. Le directeur tenta bien de joindre l'entreprise, mais personne ne décrochait. Perplexe, il essaya d'en savoir un peu plus sur le conducteur du camion qui le livrait par carton entier. Mais l'homme n'était qu'un sous-traitant et ne connaissait pas grand-chose de l'entreprise où il s'approvisionnait. Le directeur inspecta l'intérieur du poids lourd et jugea que les conditions de transport respectaient toutes les normes sanitaires. Le problème semblait donc venir uniquement de cette firme mystérieuse et muette. Il continua néanmoins à se faire livrer car il se disait que les Roland étaient un problème mineur et que cela n'empêcherait ni lui ni les autres de se restaurer avec appétit. Plusieurs semaines s'écoulèrent encore. Petit à petit, cette odeur qu'auparavant on pouvait encore ignorer se fit de plus en plus présente et finit par devenir un remue-glace écœurant. Il y eut plusieurs cas de nausées et certaines personnes vomirent. Dans ces conditions, une fronde des enseignants et des parents d'élèves se forma contre le chef d'établissement qui essayait d'ignorer le problème. En fait, ce dernier mangeait seul depuis quelques jours, pour que l'on ne remarque pas qu'il utilisait d'autres serviettes que celles qu'il distribuait à tout le monde. Sous pression, il renouvela ses appels, mais personne ne daignait décrocher au siège de l'entreprise. Parallèlement, le restaurant scolaire commençait à se vider. Les parents refusaient d'envoyer leurs enfants dans une cantine dégoûtante.
En effet, des taches très suspectes étaient apparues sur les serviettes. Elles étaient tantôt brunes, tantôt pourpres, mais toujours séchées, comme si on avait essayé de les faire disparaître un minimum. Ouais, c'est chaud quand Au même. bout d'un moment, elles se trouvèrent carrément usées, comme si elles avaient déjà servi. Certaines étaient même trouées, c'en était trop. Alertée par la grève des professeurs et l'absentéisme ouvertement encouragé par les parents, la mairie demandait une enquête. La police se rendit chez l'entreprise. Celle-ci n'avait pas laissé d'adresse au directeur, mais son numéro était dans l'annuaire. Les policiers se rendirent dans un lieu isolé regroupant 2 à 3 bâtiments. Il s'agissait d'une simple boutique avec 2 hangars par derrière, où le camion venait prendre les cartons de ses clients. Il y avait aussi un immense terrain herbeux couvert çà et là de tas de terre. Il n'y avait aucune trace des employés. D'après vous, c'est quoi les serviettes? Pour moi, à mon avis, comme c'est des trucs de creepypasta, à mon avis, c'est soit de la peau humaine ou un délire bizarre comme ça, dans ce délire-là. On va voir. À mon avis, c'est quoi? Dites-moi en espace commentaire si vous avez trouvé la réponse. Qui étaient visiblement partis à la hâte en emportant presque tout avec eux. À la cave, il restait seulement une grande table et une paire de ciseaux. L'enquête fut bouclée en une soirée et l'événement apparut dans les journaux comme une affaire peu importante et non résolue. En réalité, l'affaire fut bien élucidée, mais on préféra l'étouffer pour ne pas provoquer de scandale. L'enseigne de la boutique n'indiquait pas clairement de quel genre d'entreprise il pouvait s'agir. Si les dirigeants ne furent jamais retrouvés, la police mit tout de même la main sur leurs archives qui comptaient un certain nombre de rapports, de conseils d'administration et plusieurs bilans financiers. Dans ces bilans transparaissait une situation alarmante, avec une baisse importante du chiffre d'affaires. La vente de leurs produits chutait. Le produit qui connaissait la plus faible demande était le drap, qu'ils possédaient en quantité énorme. Le conseil d'administration aurait alors pris la décision de se lancer dans une autre activité en attendant que la situation s'améliore. Ils auraient découpé chaque drap en plusieurs carrés afin de confectionner des serviettes qu'ils revendraient par centaines aux cantines scolaires. Eh ben non, j'avais tout faux. À mon avis, il y en a plein qui sont tombés dans le panneau. Hein. Des draps. Il a découpé des draps. Tout ça n'avait rien de franchement anormal. Sauf que ces draps se trouvaient être des linceuls et que cette entreprise était une entreprise de pompes funèbres. Mais non, Cette solution leur permit de tenir un temps. j'étais pas Mais loin. la vente des autres produits, couronnes, cercueils, chrysanthèmes, ne décollait pas. En plus de ça, le stock de linceul diminuait et la situation commençait à devenir dramatique. C'est alors que le conseil d'administration prit pour l'entreprise une décision peu déontologique. Vendre tous les linceuls restants à disposition pour maximiser les bénéfices et filer à l'anglaise une fois l'ensemble écoulé. Mais non. Sauf que tous les linceuls restants à disposition, cela signifiait vraiment tous les linceuls. Une fois que le stock des hangars eut complètement fondu, les employés s'en procurèrent là où il en restait encore, c'est-à-dire 6 pieds sous terre. Ils commencèrent par exhumer leurs clients les plus récents, leur chapardèrent leurs suaires et en firent plusieurs centaines de serviettes. Comme ils ne pouvaient compter que sur des morts frais dont le linge mortuaire n'était pas trop abîmé, ils furent obligés de profaner d'autres cimetières. À la fin de chaque prélèvement, ils replaçaient grossièrement les cadavres dans les trous qu'ils rebouchèrent à la va-vite. On retrouva plusieurs de ces tombes profanées sur l'espace vert derrière les hangars qui, en fait, s'avéra être un cimetière. Toutes les croix, les pierres tombales et autres fioritudes de marbre avaient été emportées par les croque-morts. Au bout d'un certain temps, ils furent contraints de s'approvisionner avec des linceuls plus vétustes. Les enquêteurs n'ont aucune idée de l'endroit où ils se cachent car leurs archives ne mentionnent aucune destination de fuite. Putain, c'était chaud quand même, hein. Bon bah voilà, dites-moi en espace commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Dites-moi si vous en voulez davantage. Et comme on dit sur ma petite chaîne, tchè les petits faucons.